des objets perdus. Moi c'est Élise. Oui, bonjour. Je vous reconnais Thierry. Et alors vous trouvez là aujourd'hui ça. Alors aujourd'hui. Ça mord ou ça mord pas? Non, ça donne pas comme on dit chez nous. Ça donne pas, d'accord, ok, bon, pas de chance. Et alors quand vous trouvez, ça fait quoi du coup Avec quand je trouve, ça bip. Vous me montrez? Voilà, vous voulez savoir quand ça marche? Ouais. Alors par exemple, ça c'est un morceau d'aluminium. Ouais. Ça c'est du cuivre. Ouais. Voilà. Là, vous entendez? Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, vous savez ce que vous allez trouver, quoi. Vous savez qu'il y a ou du cuivre ou de l'aluminium juste au son. Alors ça me donne un indice, en fait. Quand on est détectoriste, on est aussi chercheur de trésors, en fait. Oui, alors chercheur de trésors, oui, c'est un peu le rêve d'enfance, hein, toujours de trouver le trésor. Mais bon, sur la plage particulièrement, on trouve beaucoup de cochonneries. Ah ouais. Quelques bijoux de temps en temps. D'accord. Voilà, mais moi je fais partie d'une association. Et en fait, on rend service aux gens. Donc l'été, et même toute l'année, notre numéro de téléphone est sur les postes de maîtres nageurs sauveteurs. Ah, c'est pas mal ça. Et en fait, quand les gens perdent, ils nous appellent et on vient chercher les objets. Et vous avez trouvé des trucs incroyables? Ah, on a trouvé des belles choses, on a restitué des belles choses, notamment une bague boucheron un jour qui avait été perdue dans un lac. Ouais. Bon, la dame était très contente de la retrouver. J'imagine, oui. Ça fait plaisir aux gens, quoi. Et oui, en tout cas, Thierry, vous allez voir que trouver un trésor, bah, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Ça peut aussi vous attirer beaucoup d'ennuis. Regardez. Un samedi matin près de Nantes. On est petites mains fragiles. Ce groupe d'amis se retrouve autour de drôles d'appareils. Des détecteurs à métaux pour une sortie au grand air. La nature, le bol d'air, se promener, marcher, il faut aimer la randonnée. Celui qui n'aime pas la campagne, qui n'aime pas creuser, enfin tout court, il ne viendra pas à ce genre de loisirs. Mais avant, je pêchais. Et j'en avais marre d'être assis comme ça à pêcher, donc je voulais bouger. Ces appareils se mettent à sonner dès qu'ils détectent un objet métallique enfoui dans le sol. Allez les amis, bonne détection à vous. Aujourd'hui, les 4 amis vont explorer cette parcelle avec l'autorisation de son propriétaire. Cela fait 4 ans que Vincent, agent de maintenance, s'est lancé dans la prospection. C'est pas un gros son, c'est de l'acier, sûrement. Il y a de la rouille, c'est anodin, mais c'est tout petit. On dirait un reste de bouton de manchette, ouais. Mais complètement bouffé. On voit plus les dessins. Ça date entre les deux guerres, un truc comme ça. Je croyais qu'il était plus gros que ça. Un petit crucifix. J'aurais une cinquantaine d'années, 80 maximum. C'est des travailleurs. Ils avaient des dés à coudre dans les poches. Ils avaient leur petit crucifix sur eux, une petite pièce de monnaie dans la poche au cas où. Et c'était très facile de le perdre en travaillant. C'est rare de les trouver en état comme ça entier. À nettoyer, je pense qu'il y a un personnage dessus, mais bon. À quelques mètres de là, le détecteur de Sylvain s'est affolé et il s'active avec sa pelle. Qu'est-ce que c'est à votre avis? On dirait la forêt, ou alors c'est complètement plié. Mais pourquoi une telle excitation pour des morceaux de ferraille? C'est la montée d'adrénaline, ça sonne, on va rechercher, ben voilà, des fois, on dit c'est un morceau de ferraille, bon c'est un morceau de ferraille. Tant qu'on n'a pas trouvé, on y va jusqu'au bout, et puis après, on a quand même 3000 ans d'histoire. Tout le monde un jour a perdu un objet, et il n'y a pas un endroit où les gens ne sont pas passés, quoi. On se dit que derrière l'objet, c'est un objet qui a appartenu à quelqu'un, donc après on le sort de la terre, on le restaure, et c'est une satisfaction pour nous, quoi.
Au bout de 2 heures, voici le butin du jour. Un piquet de clôture, des clous, quelques bouts de fer et 2 pièces de monnaie. Mais une seule est identifiable. C'est quelle année? 1968. Oh, quelle belle année. Non, c'est pas la mienne. La pièce d'1 franc rejoindra la collection de Sylvain. Avec marqué République française. En 4 années de prospection dans les champs, Vincent Launay a ramassé presque 1 tonne de déchets métalliques. Alors vous avez de gros outils. Une clé, une vieille binette. Il a aussi trouvé quelques pépites. Des objets de la vie quotidienne qu'il affectionne. Vous trouvez ça? Ça, c'est des trésors, ça. Une cuillère, un piquet de toile d'attente, petite voiture. Bon, on ne sait pas ce qu'elle faisait dans le champ, mais il y a peut-être des enfants. Vous voyez, il y a toutes sortes d'accessoires. Pourtant, le rêve de nombreux prospecteurs, c'est de trouver un vrai trésor. Vincent Launay, lui, s'en défend. La faute à une réglementation trop stricte. Trouver un trésor, ça fait pas rêver aujourd'hui en France. Pourquoi? Bah, aujourd'hui en France, c'est compliqué. Quelqu'un qui trouvera un trésor, qui voudra le déclarer, c'est que des emmerdes. C'est voilà, c'est la situation de la loi en France aujourd'hui fait que si vous trouvez quelque chose avec un détecteur de métaux, même sur un terrain privé avec autorisation, bah, on va vous dire vous n'avez pas le droit, monsieur. Les détectoristes, comme on les appelle, n'ont jamais été aussi nombreux. Il serait plus de 100 000 en France. Regarde ça, mon pote. Mais depuis quelques années, la guerre est déclarée. D'un côté, il y a les défenseurs du patrimoine qui les accusent d'être des pilleurs. Voilà, je vais vous montrer un trou fait par un détectoriste, il n'y a pas de doute. Il avait le détecteur de la main droite et puis la pioche, la pelle sur le dos. C'est un pilleur de site. C'est un chercheur de trésors. C'est une forme de trafic. Et c'est surtout du vol et de la spoliation de l'histoire humaine et du territoire français. De l'autre côté, les détectoristes prétendent à l'inverse sauver des objets de l'oubli. Je vois pas en quoi je serais considéré comme un pilleur. Au contraire, pour moi, je suis un sauveur d'objets. Pourtant, les prospecteurs sont désormais dans le collimateur de la justice. C'est une journée de garde à vue, c'est une perquisition à la maison, comme si j'étais à la tête d'un réseau, comme si j'avais trafiqué de la drogue, je sais pas, enfin c'était assez impressionnant. Ouais. Que se passe-t-il dans le monde de la détection? Pourquoi ces chercheurs de trésors sont-ils aujourd'hui considérés comme des hors-la-loi? La chasse aux objets anciens est une passion dévorante qui peut bouleverser une vie. Patrice a accepté de nous en parler, mais en gardant l'anonymat. Voilà 35 ans que ce peintre en bâtiment poursuit son rêve d'enfant. J'ai toujours eu ça en moi, en fait. Quand j'étais petit, donc je dessinais des maisons. Et bien souvent dans ces maisons, je dessinais également une monnaie en or ou un trésor. Et je pense que je suis né avec cette passion et je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Il y a 28 ans, il découvre le trésor tant espéré. Des milliers de pièces romaines en bronze datant du IIIe siècle. Il en a gardé une centaine, qu'il connaît dans les moindres détails. Alors cette monnaie-là, c'est un antonymien de l'empereur gaulois Tétricus Ier. Et lui, c'est un antonymien de l'empereur Claude II le Gothique. Les Romains frappaient de très très jolies monnaies, hein. En bronze, en argent, des deniers, des sesterces. Patrice les a trouvés par hasard avec son détecteur à métaux sur un chemin de campagne. Vendredi 18 juin, France 3 Lorraine, votre journal régional.
Le hasard fait parfois bien les choses. Nous sommes en 1993 et le journal télévisé s'en fait l'écho. De céréales, des pièces de monnaie gallo-romaine, étonnant, plusieurs centaines au moins, datant du 3e siècle après Jésus-Christ. Heureux. C'était en plein après-midi, et puis j'ai décidé de prendre ce petit chemin. Donc j'ai fait plusieurs centaines de mètres sur ce chemin sans rien trouver du tout. À un moment, il y a eu un son vraiment très 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 fort. Il y avait quelques pierres qui affleuraient sur la totalité du chemin d'ailleurs. Donc j'ai commencé à creuser, j'ai retiré quelques pierres, et en fait le trésor n'était pas enfui très très profondément. À une trentaine de centimètres, 30-35 centimètres. 5200 pièces dans un chaudron. Alors c'est merveilleux. C'est vraiment ce que tout chasseur de trésors ou prospecteur rêve de trouver. C'est un effet extraordinaire. On sent l'adrénaline monter. C'est vraiment un raccourci vers l'histoire. C'est vraiment, j'en ai encore des frissons. C'est un moment génial. Cette découverte exceptionnelle va exacerber la passion de ce collectionneur. Au fil des années, il exhume des milliers d'objets, mais sans jamais les déclarer au service archéologique, contrairement à ce qu'impose la loi. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi par la justice. Ces vitrines sont vides depuis le 20 août 2020. Ce jour-là, à 6 h du matin, des hommes tambourinent à sa porte. C'était à peu près 8. Il y avait 2 archéologues, il y avait des douaniers, ainsi que des policiers. Il y avait un policier qui avait son arme quand même qui était sorti. Il a fini par la rembiner. J'ai tout de suite compris qu'il venait pour la détection, parce que moi j'ai rien d'autre à me reprocher. Ils ont copié ce qu'il y avait sur mon ordinateur, sur mon portable, ils ont saisi les objets qui étaient chez moi. La perquisition dure plusieurs heures. Dans le garage, les policiers découvrent 2 coffres-forts. Le coffre était totalement rempli de monnaie et d'objets anciens, donc totalement saisi par les douanes. Donc les objets étaient plutôt bien protégés des voleurs éventuels. Et quand vous voyez ces coffres vides, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Ça fait bizarre. Parce que j'ai eu l'habitude de voir les objets dans ces coffres, et maintenant il n'y a plus rien, effectivement. 27 000 objets sont saisis. Des centaines de pièces. Des bracelets gaulois. Et même un dodécaèdre romain. Un objet rare dont l'utilité reste un mystère. Valeur estimée par les douanes, plus de 750 000 €. Patrice a été mis en examen, notamment pour exécution de fouilles sans autorisation, vol et vente de découvertes archéologiques. Il n'aurait jamais imaginé que sa passion puisse le conduire un jour devant les tribunaux. On m'a accusé d'être un trafiquant, alors que je n'ai absolument jamais rien vendu. J'aurais pas pu. Quelque part, ça m'aurait un peu arraché les tripes de vendre mes trouvailles. Donc j'ai conservé toutes les monnaies et tous les objets que j'ai trouvés depuis le début de la prospection. La première monnaie que j'ai trouvée, je l'avais encore chez moi. Je n'ai jamais rien vendu. Aujourd'hui, il ne lui reste que quelques photographies. Ce collectionneur affirme n'avoir jamais prospecté sur des sites archéologiques, ce qui est interdit par la loi. Ce sont tous des petits objets de la vie courante de l'époque. Voilà, c'est une fibule, une épingle, voilà. Ce qu'il y a de très très courant à l'époque romaine. Alors ça, c'est un cure-oreille d'époque romaine, en bronze, qui fait à peu près une dizaine de centimètres de longueur. Il affirme avoir trouvé chaque objet par hasard dans des endroits différents. Pour moi, je suis un sauveur d'objets. Ces objets-là, je les ai retirés de terre, j'en tire une certaine fierté, et sans moi, ils n'auraient jamais revu le jour. Ils n'auraient aucune existence. Patrice attend son procès. Il risque une peine de prison et une amende douanière qui pourrait atteindre près d'1,5 million d'euros.
près de Poitiers, la commune de Vouillers, réputée pour ses vestiges gallo-romains. Ces traces sombres sur ce champ sont la marque de fondations anciennes jamais fouillées. Et c'est justement ce qui attire les chasseurs de trésors. Aux grandes dames de Gérard Pironneau, un retraité passionné d'histoire. En mars dernier, il a surpris un détectoriste en pleine action. J'ai aperçu l'homme ici à peu près une centaine de mètres, qui était sur un site qu'on a identifié, nous. C'est un site gallo-romain. Voilà, et donc il était très actif, avec la pioche d'un côté, le détecteur d'une autre main, et puis voilà, il s'agenouillait, remontait. Aussitôt, il prend en photo l'individu, ainsi que son véhicule, immatriculé dans les Pyrénées-Atlantiques. On se dit que ce monsieur vient chercher quelque chose, c'est évident. Généralement, c'est des gens qui sont aussi initiés et qui ont pu se procurer des documents, soit dans les services régionaux d'archéologie, soit dans au sein de groupes de recherche, etc. Ils ont des documents, ils sont très bien documentés. Donc, tous ces gens-là. Donc là, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est un pilleur de site. D'autres prospecteurs ont aussi laissé des traces de leur passage. Ça en est. Vous voyez, par exemple, voilà le genre de trou. Voilà d'autres encore. Oui, on ne bouge pas parce qu'il faut aller très très vite. Gérard Pironneau craint que son village soit dépossédé de son histoire. Le problème, c'est qu'on aimerait bien savoir ce qu'il a trouvé pour que ce qu'il a trouvé reste sur notre commune et nous permette de continuer à identifier. C'est ce qu'on reproche, nous, que le patrimoine de Vouillers parte ailleurs et qu'on ne sache pas ce qui a été trouvé. Ça, c'est vraiment frustrant. Le retraité a déposé une plainte à la gendarmerie. Selon la loi, il faut une autorisation de la préfecture pour fouiller un site archéologique. La plupart des détectoristes ne la demandent jamais. Président de l'association Vouillers et son histoire, Gérard Pironneau milite pour l'organisation de fouilles légales sur sa commune. Oui, la tour que vous voyez, c'est le belvédère. C'est un ancien moulin à vent qu'on a restauré en belvédère. De ce belvédère, on surplombe un vaste plateau où a eu lieu en 507 la bataille entre Clovis et Alaric II. Avec une équipe d'archéologues, ce passionné d'histoire espère lancer bientôt un nouveau chantier. On a fait un premier chantier de fouilles en 2014. Et là, on aperçoit dans le tournesol, effectivement, toutes les masses sombres qui représentent des tombes. On a fait une seconde analyse géophysique en 2017 qui nous a permis de déterminer des zones à fort potentiel et qui doivent être confirmées par un chantier de fouilles. La commune de Vouillers a été victime de tous ces pillages depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. On a peur du pillage, on a peur que des gens viennent nombreux avec des moyens plus importants et qui creusent et qui prennent des choses qui nous permettraient, nous, de dater ou d'identifier le site. Alors maintenant, on a ce phénomène de détectoriste là, qui prend de l'ampleur, qu'il va falloir traiter assez rapidement, à mon avis, mettre des garde-fous, parce que sinon, on sera très vite débordé. Son association a installé 4 caméras de surveillance pour dissuader les intrus. La crainte, c'est qu'en déterrant des objets anciens, les prospecteurs détruisent aussi des indices essentiels pour les archéologues. C'est ce que nous allons comprendre dans le village de Ron, dans les Deux-Sèvres. Au cœur du bourg, des sépultures de l'époque mérovingienne ont été découvertes par hasard à l'occasion de travaux d'assainissement.
je suis prêt, hein, ce sont nos ancêtres. Hein. Des archéologues appelés en urgence ont 2 mois pour réaliser les fouilles. Les squelettes font l'objet d'une fiche signalétique détaillée. Chaque ossement est numéroté. Ludovic Maléco, le maire adjoint du village, est aussi archéologue. Chaque matin, il jette un œil à ce cimetière oublié depuis 1500 ans. Est-ce que sur les murs antiques de Rouen, t'as la même chose? Oui, complètement. Ça y ressemble beaucoup, hein. Ah oui, ça c'est du mortier romain. Bon, on est bien d'accord. Vu l'épaisseur du mur, ça ira bien. Ça colle bien, et puis Benoît, je pense aussi, a sorti peut-être... Des vestiges romains plus anciens ont même été découverts sur le chantier. C'est-à-dire que là où qu'on gratte, on trouve quelque chose. Ah oui, oui. Notre commune est la deuxième commune la plus étendue des Deux-Sèvres, avec le bourg et 54 hameaux. Et ces 54 hameaux correspondent quasiment à une villa romaine à chaque fois. Donc on a un habitat très large. D'ailleurs, le mot villa a donné le mot village par la suite. Et ça doit attirer beaucoup de convoitises. Ça attire des convoitises. Le week-end dernier, j'ai quelques concitoyens qui m'ont appelé me signalant malheureusement la présence d'utilisateurs de détecteurs de métaux. Bon, ben voilà, alors je suis arrivé trop tard, parce que les gens le voient. L'existence du chantier est tenue secrète pour ne pas attirer les pilleurs. Il priverait les archéologues de données précieuses. En fait, souvent, les pilleurs, les détectoristes ne comprennent pas en fait à quel point ils saccagent nous l'information qui est essentielle pour nous, c'est la stratigraphie, c'est-à-dire voilà, comment se met en place un site. Depuis le terrain naturel, voilà, la période antique, médiévale, enfin ce genre de choses. Bon, là je caricature, mais enfin voilà, ce genre de choses. Et en perforant, bah, ils nous enlèvent énormément d'informations. En faisant des trous, ouais. Tout simplement. En faisant des trous, tout simplement, oui. En 2012, un précédent chantier de fouilles à l'entrée du village avait été pillé par un détectoriste. Les pièces archéologiques exhumées sont de plus en plus souvent vendues sur Internet. On en trouve une quantité impressionnante, comme nous le montre Ludovic Maléco. Si on tape monnaie romaine, tout simplement, voilà, on tombe à 25 228 résultats pour monnaie romaine. Selon lui, plus de 80% des objets sur ce site proviennent de la prospection. Là, vous avez un lot 100 romaines, imitation barbare, à identifier. Voilà. Et 17,50 €. Ça, c'est très clairement issu de la détection. Jamais on met les pièces les unes sur les autres. 1, parce qu'on perd l'information scientifique. 2, tout simplement parce qu'elles peuvent se corroder les unes les autres. Voilà. Je tape simplement fibule romaine. Bon, il en sort 221 résultats. La première, très clairement, voilà, 6 €, un truc comme ça, voilà. Je comprends même pas comment on peut vendre un truc 6 €. C'est l'histoire de l'homme et on vend ça 6 €. Très bien. Vendre les objets trouvés sans autorisation est une circonstance aggravante selon la loi. Il y a l'appât du gain derrière. Vous en trouvez une, puis vous en trouvez un autre, puis encore une autre. Puis au bout d'un moment, vous allez chercher à faire identifier ces choses-là. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur Internet, vous allez rencontrer des gens qui vous disent bah tiens, on va faire une sortie, viens. Et quand vous faites une sortie à 5 ou 6, autant vous dire que là, c'est une razzia. Et là, on entre effectivement dans une forme de pillage et de trafic. Ces annonces ne font l'objet d'aucune surveillance particulière de la part des autorités, sauf dans le cadre d'enquêtes portant sur des trafics à grande échelle. Dans le sud de la Drôme, la détection est désormais l'objet d'une bataille judiciaire pour déterminer ce que les prospecteurs ont le droit de faire ou pas. Grégory Henrich arpente ces chemins escarpés depuis des années avec son détecteur à métaux. Ils prospectent toujours avec l'autorisation de leur propriétaire. C'est un petit denier. Mais alors regarde moi ça l'état. Oh, il est mais ravagé de chez ravagé. Quel dommage. Quel dommage. On part en exploration totale. Hein. Grégory réalise lui-même ses vidéos qu'il poste sur Internet. Il montre toutes ses trouvailles, même les déchets.
Il est là. Et c'est effectivement un petit clou de chose. Ah mais je suis très content, c'est bien. Moi je pensais que c'était un truc de randonneur. Regarde, c'est une petite pièce médiévale, elle est magnifique. Ce détectoriste milite pour la liberté de détection. Comme il l'affiche dans l'un de ses clips, c'est un loisir, pas un délit. Nous le retrouvons sur ce qu'il appelle son terrain de jeu. Des milliers d'hectares tout autour de chez lui. Là on est en plein milieu des terrains que je peux détecter. Donc il y a toute cette montagne, tous les terrains qui nous entourent. C'est complètement mon terrain de jeu. Là on est chez moi quoi. On est chez moi. C'est là où je peux sortir de chez moi, je peux partir à pied et m'éclater. Pourtant, depuis presque un an, c'en est fini de la détection. Ce travailleur saisonnier fait l'objet de poursuites judiciaires. Il ne comprend pas pourquoi il est hors la loi. De faire les démarches auprès de la mairie, de faire la démarche auprès des propriétaires. Quand je suis arrivé dans la région, je me suis présenté aux archéologues locaux. Donc je ne vois pas pourquoi pendant tant d'années, j'ai pas posé de problème, ça posait pas de problème. Et là, d'un coup, ça pose un problème et je suis presque traité comme un criminel, quoi. C'est triste, ouais, c'est moche, quoi. Voilà. Alors, on va dire ça comme ça, c'est moche. Son domicile a été perquisitionné et lui placé en garde à vue. C'était le 5 octobre 2020. 4 gendarmes ont débarqué avec un archéologue pour saisir une partie de ses découvertes. Tout ce qui lui reste est dans ses boîtes à chaussures. Pourquoi on me laisse cette monnaie-là et cette boucle-là? Et qu'inversement, on m'ait pris des monnaies qui sont en plus mauvais état que celle-ci, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe, ouais. Je sais pas, du coup, c'est encore plus le flou qu'avant. Qu'est-ce qui est archéologique, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est intéressant pour l'histoire, qu'est-ce qui n'est pas? C'est le flou artistique. Au total, les gendarmes ont saisi 47 objets, parmi lesquels 2 monnaies romaines et une mérovingienne. Voilà. Ça, c'est ce qui me reste. Grégory est accusé notamment d'avoir réalisé des fouilles archéologiques sans autorisation préfectorale. Et c'est justement ce qu'il conteste, faire des fouilles archéologiques. Pour lui, la détection est bien un loisir. Un truc comme ça, on va le creuser. La preuve, nous dit-il, c'est que les gendarmes n'ont trouvé aucun livre d'histoire ou d'archéologie lors de leur perquisition. Si j'avais fait des recherches préalables, si j'étais parti dans des livres d'histoire, si j'avais ciblé les endroits que j'avais cherchés dans le but de trouver des objets précis, effectivement, ça aurait été du piège. Dans mon cas, je vais détecter, on le voit dans mes vidéos, je détecte, c'est au petit bonheur la chance, et de temps en temps, il m'arrive de trouver une pièce de monnaie. Est-ce qu'on peut considérer que cette pièce de monnaie elle est hyper intéressante pour le patrimoine? Sûrement, elle a des informations à apporter. Maintenant, est-ce que je l'ai pillée? Non, je l'ai trouvée. Alors, fortuitement, je sais pas, c'est encore une fois au tribunal de répondre. À Valence, dans la Drôme, c'est le grand jour pour Grégory Henrich, celui de son procès. Son avocat, Laurent Gins, le retrouve un peu avant le début de l'audience. T'es droit dans tes bottes, tu regardes dans les yeux, t'es un bon citoyen. T'es un bon citoyen qui est là pour rendre compte à la justice. Son avocat veut profiter du flou de la loi. Selon lui, elle ne définit pas clairement ce qu'est la détection de loisirs et ce qu'est une recherche historique. À un seul moment, où est-ce que tu les as trouvés? Il s'appuie pour cela sur un rapport sénatorial. Le rapport sénatorial qu'on verse au débat, qui est de 1989, se contente d'une seule phrase, à savoir la détection de loisirs. La détection de loisirs n'est pas soumise à autorisation. Qu'est-ce qu'une détection de loisirs? On ne sait pas. Et incroyable mais vrai, mais le Sénat dit même dans son rapport, la frontière reste difficile à déterminer. C'est-à-dire que le Sénat reconnaît lui-même que qu'est-ce qu'une recherche historique, qu'est-ce qui n'est pas une recherche historique, on ne sait pas. Devant le tribunal, quelques détectoristes qui suivent Grégory sur Internet sont venus le soutenir. Ok,
je ne connais pas tous. Il y en a un paquet qui apparaît derrière. Hein. C'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est ce que j'ai dit à Grégory tout le long. Hein. À savoir que son dossier, il est symbolique. Donc s'il est condamné, bah voilà, tout le monde va se cacher. Hein. Tout simplement. Hein. Oui. L'avocat de Grégory veut utiliser une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle stipule que les infractions doivent être définies par le législateur en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Laurent Ginst estime que la loi sur la détection est trop floue et donc que les poursuites envers son client sont contraires à la Constitution. Il espère que le tribunal jugera sa demande recevable. Au bout de 10 minutes, sous les masques, le sourire. La requête de l'avocat est acceptée, elle a une chance d'aboutir. Alors, quelle est la réponse? Alors écoutez, je suis très satisfait. Si ça passe devant le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel dit que les articles qui répriment la détection de métaux sont inconstitutionnels, alors ils ne s'appliquent plus. Ils ne s'appliquent plus et il n'y a pas d'infraction envers mon client. Je suis carrément content parce que ça va nous permettre enfin d'obtenir une réponse claire, précise et d'avoir un cadre défini. Puisqu'aujourd'hui, comme vous l'expliquait Maître Ginst, on peut se retrouver au tribunal même si on a manifestement respecté la législation. Mais quelques semaines après notre tournage, la requête a été finalement rejetée en deuxième instance. Elle ne sera donc pas transmise au Conseil constitutionnel. Grégory devra répondre de ses infractions devant ce même tribunal en mai 2022.